Bienvenue au balado Sous la surface, présenté par Baleine en direct. Nous sommes Odélie et Talia et travaillons pour le GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, basé à Tadoussac, au Québec. Dans ce balado, on vous emmène dans les coulisses de métiers très variés liés aux baleines. Qui sait, cela vous inspirera peut-être vous aussi à faire carrière avec ces animaux fascinants. Aujourd'hui, nous accueillons Dr Émilie L. Couture. Alors, Émilie L. Couture est vétérinaire spécialisée en médecine zoologique et professeure adjointe en santé de la faune à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Elle travaille avec les mammifères marins depuis ses études, en effectuant des nécropsies, pour déterminer les causes de la mort, mais aussi pour mieux comprendre la santé de ces mammifères marins. Sinon, elle a aussi travaillé en assistance clinique, elle a fait de la recherche sur des animaux sauvages et elle collabore bien sûr avec les biologistes qui les étudient. Donc, bonjour, Dr Émilie L. Couture. Merci Bonjour. d'être avec nous. Oui, merci pour l'invitation. Avant de débuter, tu peux nous raconter un peu ta première rencontre avec une baleine? Ma toute première, si je remonte très, très, très loin, je pense que ça va probablement à ma première visite à Tadoussac en famille, où on est allé voir les baleines. Sinon, dans le cadre de mon parcours un petit peu plus récent, scolaire, je pense qu'on peut se rapporter à ma première année en médecine vétérinaire ou à la faculté dans le cadre du programme de suivi des causes de mortalité des belugas du Saint-Laurent. On peut soumettre notre nom comme étudiant en médecine vétérinaire pour venir participer à une nécropsie. Donc, en fait, dès le premier beluga qui a été trouvé échoué après le début de mes études, j'ai pu aller voir la première fois du haut de la plateforme. J'avais pas eu une place sur le plancher en nécropsie, mais après ça, dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir aller voir de plus près les nécropsies, je me suis mis à participer à ce programme-là, puis j'ai jamais arrêté depuis. Wow! Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué de cette nécropsie-là? La grosseur, tu sais, de voir de si près pour la première fois un mammifère marin, de voir les étapes qui mènent à découvrir de quoi cet animal-là est mort. Quand on parle d'animaux sauvages, souvent on n'a pas beaucoup d'historique à part cet individu-là a été trouvé mort. Puis là, c'est un peu comme un travail de détective, de s'imaginer en fonction de nos observations ce qui s'est passé puis ce qui a mené à la mort de cet individu-là. Je pense que c'est un aspect qui m'a aussi intéressée. Super. Est-ce que tu savais que tu voulais être vétérinaire quand tu étais jeune? Absolument pas. Ah! Non. Je me rappelle, j'ai voulu être beaucoup de choses. J'ai toujours eu des intérêts très diversifiés. Mon orienteur au cégep savait pas trop où me placer. On avait identifié que je voulais travailler à la fois avec ma tête, avec mes mains, puis en partie à l'extérieur. Puis c'est ça. Fait que au final, je pense que il a eu confiance en moi de finir par trouver. Puis ça n'a pas été nécessairement un parcours linéaire, mais je suis très contente de où j'ai abouti. Puis je pense que ça correspond à ce que je recherchais. Et c'est quoi qui t'a attiré pour être vétérinaire? En fait, j'ai commencé mes études universitaires en biologie. J'étais à l'université de Sherbrooke et puis j'ai commencé un parcours qui était plus commun au début, puis après ça je m'étais orientée microbactériologie, biotechnologie et puis pour diverses raisons, j'ai réalisé que je me voyais peut-être pas là-dedans au long terme. Puis j'ai réalisé que peut-être que je m'étais pas toutes posé les bonnes questions pendant mon parcours au cégep par rapport à ce que je voulais vraiment faire plus tard. Est-ce que je me le suis posé à ce moment-là? Je sais pas trop parce que j'ai appliqué dans plein de différents programmes, histoire de l'art, criminologie, architecture, médecine vétérinaire. J'ai été convoquée en médecine vétérinaire, puis plus j'y réfléchissais à la possibilité, quand finalement j'ai été aussi acceptée, j'ai réalisé que j'avais quand même toujours eu un certain intérêt pour les animaux. C'est quand même commun pour beaucoup de personnes. Je pense que je suis quelqu'un qui a aussi quand même un certain degré d'empathie. J'ai voulu comme essayer. J'ai trouvé que ça avait l'air d'être intéressant. Puis c'est un peu en découvrant puis en arrivant sur place, en découvrant tout l'éventail de ce qui était possible en médecine vétérinaire que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment moyen de trouver quelque chose qui m'intéressait. À la base, je pense que l'idée que je me faisais qui était un peu étroite, qui était un peu naïve de ce qu'on connaît un peu au premier abord de la médecine vétérinaire, c'est que je voyais ça plutôt comme soit vétérinaire de grands animaux, vétérinaire de petits animaux en clinique.
qui est déjà beaucoup, en fait. Puis même ça, je m'en rendais pas compte à ce moment-là, hein, la polyvalence des gens qui sont devant nous quand on se présente en clinique. Mais en plus de ça, il y a tellement de débouchés en médecine vétérinaire, dont la médecine zoologique, qui m'a vraiment accrochée, puis ce vers quoi je me suis dirigée par la suite. Tu disais que tu t'étais peut-être pas posé les bonnes questions quand tu étais plus jeune, quand tu étais en train d'essayer de savoir qu'est-ce que tu voulais faire. Quelles questions t'aurais dû te poser avant de te lancer là-dedans? Je sais pas, je pense que c'est de garder un peu l'esprit ouvert sur ce qui nous intéresse, mais en même temps, je pense que quand on est dans notre parcours scolaire au cégep, c'est difficile d'avoir un point de vue comme global sur tout ce qui existe. Puis je pense que c'est correct de se laisser la chance de se réorienter aux besoins ou d'essayer. Je pense que c'est en l'essayant, en découvrant les différents milieux, qu'on peut voir c'est quoi les différentes opportunités. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai trouvé un peu ma voie au deuxième essai. Il y en a qui peuvent le trouver du premier coup, il y en a que ça peut prendre plus longtemps. Je sais pas si, tu sais, je pense que de s'intéresser aux différentes professions, puis pas juste les premières ou les plus évidentes là à laquelle on pense quand on grandit, puis de rester un petit peu à l'affût, mais en même temps à cet âge-là, on se pose pas tout le temps des millions de questions sur notre avenir, puis c'est aussi correct. Oui, parce que est-ce que tu savais que ça existait être vétérinaire avec les baleines comme de non du tout. Non, c'est ça. Non. Comment t'as su que ça existait? Puis en fait, je suis pas juste vétérinaire de baleines. Moi, ma spécialité, c'est la médecine zoologique. Fait que j'aime bien dire que ma spécialité, c'est la généralité. Donc, mon programme m'a amené vers des études pour me spécialiser à travailler avec différentes espèces animales. Et puis mon parcours particulier, puis le programme qui est offert à l'Université de Montréal en médecine zoologique m'a amené à travailler avec les mammifères marins de par les travaux qui existent déjà de notre équipe, donc au Centre québécois sur la santé des animaux sauvages. Et puis, je suis restée avec quand même un fort intérêt mammifères marins, puis ça a fait partie là, de l'ensemble de mon parcours. Mais je savais pas nécessairement que c'était possible avant d'entrer là en médecine vétérinaire. Là, c'est vraiment en arrivant puis en voyant les opportunités d'implication puis d'exposition qu'il y avait là à l'université. Mais c'est quoi qui t'a attiré par la médecine zoologique? La diversité, un peu comme le reste de mon parcours où j'ai toujours eu des intérêts variés. J'ai choisi mon programme au cégep, qui est un DEC intégré sciences, lettres et arts, à cause de la variété. En médecine zoologique, je pense que c'est un peu l'intérêt de travailler avec différentes espèces dans différents milieux aussi, parce que ça peut autant ouvrir des portes vers un travail en clinique avec, par exemple, les animaux exotiques de compagnie, qu'en institution zoologique, qu'en faune, en recherche comme en académique. Il y a vraiment une diversité de déclinaisons puis de carrières qui peuvent découler de ça, en fait, là, dépendamment des intérêts un petit peu plus précis puis des opportunités qui se présentent à nous. Oh, d'accord. Donc, cette diversité-là, tu la retrouves encore avec ce que tu fais maintenant? Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement? Oui, donc là, depuis cet automne, je suis professeure en santé de la faune à l'Université de Montréal pour le nouveau campus décentralisé de la faculté de médecine vétérinaire qui est situé à Rimouski. Donc là, c'est super parce que je participe puis j'intègre l'équipe qui est déjà en place pour, dans le fond, développer ce programme-là. Il y a les 3 premières années sur les 5 années du programme de médecine vétérinaire qui sont maintenant offerts à Rimouski. C'est sur le campus de l'UQAR, mais bien sous l'Université de Montréal. Et puis là, dans le cadre de mon travail de professeur, j'ai différentes tâches. Donc, il y a l'enseignement, c'est certain. Il y a l'enseignement théorique aux étudiants où j'enseigne à la fois des cours un peu plus généraux de principes de médecine qui vont chercher cet aspect-là de médecine comparée que j'ai dans ma pratique. Donc, depuis que je suis vétérinaire, puis vétérinaire en médecine zoologique. Et puis, je vais aussi donner des cours un peu plus spécialisés sur la médecine des animaux exotiques de compagnie. Donc, ceux qu'on peut voir plus souvent en clinique, comme par exemple les petits mammifères, les lapins, les furets, les perroquets, etc. Donc ça va être pour aider à former la prochaine génération de vétérinaires, mais en parallèle de ça, j'ai aussi une tâche puis une fonction là, de développer un programme de recherche. Et puis, pour ça, moi, j'ai 2 grands axes que je veux développer. Fait que le premier, c'est avec un intérêt qui m'est cher, qui est la santé des mammifères marins. Ça peut être par le biais des nécropsies qu'on fait sur les animaux, par exemple, qui sont échoués. Ça peut aussi être sur des nécropsies qui sont faites d'animaux qui sont en santé, mais qui proviennent de la chasse de subsistance, par exemple, pour mieux connaître ces populations-là qui sont parfois plus éloignées.
Et puis, donc, il y a aussi différents autres projets là, qui peuvent venir s'insérer là-dedans. Puis le deuxième axe, c'est de raffiner les techniques de travail ou d'aider à raffiner les techniques de travail avec les animaux de la faune en général. Puis ça peut être, oui, avec les mammifères marins, mais d'autres espèces aussi. Donc, d'être en support aux biologistes qui sont sur le terrain, qui font des projets qui visent à mieux comprendre plein de différents aspects au niveau de l'écologie de ces espèces-là, mais qui parfois nécessitent qui pourraient avoir des améliorations ou un support vétérinaire qui peut être nécessaire pour réaliser, par exemple, des immobilisations, des anesthésies, des chirurgies, dépendamment de c'est quoi les questions de recherche. Fait que moi, mon idée, c'est d'apporter mon expertise vétérinaire puis mon expérience avec différentes espèces de travail pour supporter cet aspect-là de leur travail aussi. OK. Puis comment ta semaine est répartie entre ces différents pôles de ton métier? Je sais pas si on peut parler de semaines tant que d'années. Là, c'est sûr que je suis encore toute nouvelle dans ce poste-là. Donc là, dans les dernières semaines, j'ai eu mes premières expériences là d'enseignement. Donc il y a eu un petit peu, si on veut, une concentration de mon travail dans préparer mes cours, donner mes cours aux étudiants. Parce que c'est tout récent là, que le campus oui. de Rimouski accueille Exactement. Donc là, présentement, on a 2 cohortes, la première et la deuxième année du programme. L'année prochaine, on va avoir notre 3e cohorte. Et puis donc ça fait tout juste 2 ans. Moi, les cours que je donne sont principalement là en 2e année. Puis je suis arrivée là physiquement à Rimouski là, au mois de janvier. Là. OK. C'est vraiment tout frais. C'est vraiment tout frais. Oui. Les locaux sont encore en partie en construction. Ah wow, OK. Ouais. Mais c'est plaisant. Est-ce que tu as d'autres collègues avec toi qui enseignent? Oui, on est en termes exacts de corps enseignants. Je pense qu'on est une douzaine peut-être à date. Il y a des enseignants, puis on est présentement 4 professeurs. Donc les enseignants, eux, ont une très grande tâche d'enseignement, puis ils passent vraiment beaucoup de temps avec nos cohortes. Puis on a aussi d'autres professeurs, dont un peu comme moi, notre tâche est répartie en enseignement, mais aussi en développement de projets de recherche. Et puis, mes collègues ont des intérêts de recherche en épidémiologie, plus axés sur les grands animaux, mais je vois qu'il y a aussi des liens possibles avec ce qu'on fait. Donc, c'est très intéressant parce que tout est encore à développer. Là. Ouais, c'est clair. Puis, au niveau comme l'aspect laboratoire de la chose, c'est ça, est-ce que ça se passe à Rimouski ou c'est vraiment à la faculté à Saint-Hyacinthe que ça se déroule, tout l'aspect c'est une bonne question. Fait que ça, c'est un avantage qu'on ait encore. Donc, tu sais, on a encore notre maison mère. Moi, j'ai encore mon attache avec mon équipe d'origine, qui est le Centre québécois sur la santé des animaux sauvages. Fait que pour le moment, côté laboratoire, je dirais que je suis encore plus basée à Saint-Hyacinthe. Donc là, dans les prochaines semaines, je vais retourner à Saint-Hyacinthe où mon microscope est pour continuer à faire, puis à regarder certains des cas là, de nécropsie de mammifères marins qu'on a fait. Dans le futur, éventuellement, plus on va pouvoir développer des activités, plus on va pouvoir en développer aussi à Rimouski, où nos collaborateurs du Réseau québécois d'urgence mammifères marins sont situés. Il y a des échouages souvent dans la région. Il y a aussi... Est-ce que c'est pour ça que la faculté choisit de s'établir à Rimouski en quelque sorte? Pas par rapport à ça, mais peut-être que une fois que le lieu de Rimouski a été choisi, je pense entre autres à cause d'une synergie possible avec l'UQAR, le partenariat qui a été établi aussi en termes des locaux. Une fois que ça s'est mis en place, l'aspect, je pense peut-être de développer du travail en faune puis avec les mammifères marins, c'est un peu développé. Puis le poste a été ouvert, puis je trouvais que ça collait avec ce que je pouvais faire. Ah, c'est chouette. Puis sinon, on a aussi, bien entendu, nos partenaires du ministère de Pêche et Océan qui sont à Montjoly, tout près aussi. Et puis, il y a aussi un potentiel de collaboration là, qui est vraiment grand avec le personnel de l'Université du Québec à Rimouski. Ah, donc tu travailles avec plusieurs équipes différentes. Oui, puis ça, j'aime beaucoup ça, la diversité. D'accord. De te promener aussi à travers... Ouais. C'est pas trop difficile à chaque fois de s'adapter à une nouvelle équipe ou? Non, pour moi, non. Je pense que c'est quand même, j'aime rencontrer des gens, de savoir un peu, tu sais, tout le monde, à date, les équipes de travail avec qui j'ai travaillé, donc dans différentes collaborations, dans différents milieux, c'est tous des gens qui étaient comme passionnés par ce qu'ils faisaient, de qui on peut apprendre, qui sont prêts à apprendre de toi, ton expérience. Fait que je trouve ça très enrichissant de changer, puis de garder aussi là, ces collaborations là, sur le long terme. Et tu travailles sur quel type d'espèces particulièrement?
Donc, en particulier, c'est certain que depuis le début de mes études, on peut mentionner les belugas. Donc, je participe, j'aide à supporter le programme pour les causes de mortalité des belugas du Saint-Laurent. Okay. Je travaille aussi avec des belugas de la population de la mer de Beaufort-Est dans l'Arctique, donc dans les territoires du Nord-Ouest, pour aider dans le fond mes collègues de pêche océan puis les gens des communautés qui ont des questions sur la santé des belugas de cette population-là. Donc, j'ai des projets avec eux. Et puis, donc, dans les dernières années, on a aussi étendu le programme d'études des causes de mortalité qu'on fait chez les belugas depuis plus de 40 ans à la faculté, à essayer d'avoir un meilleur portrait de c'est quoi les causes de mortalité chez les autres espèces de mammifères marins qui visitent l'estuaire, puis le golfe, les côtes québécoises. Donc, dans les dernières années, j'ai fait quand même beaucoup de phoques. Il y a aussi des marsouins et puis certaines autres espèces de cétacés sur lesquels on fait des nécropsies puis pour lesquels les analyses sont en cours pour essayer d'avoir un portrait un peu global de c'est quoi toute la dynamique parce que les mammifères marins, mais c'est un peu comme une sentinelle de la santé de leur écosystème. L'écosystème du Saint-Laurent, on le partage un peu avec eux. Et puis, je pense que c'est important d'aller chercher les indices de santé qu'on peut avoir sur eux, sur ces carcasses-là qui sont échouées puis que ça peut nous aider à répondre puis à venir s'insérer dans l'ensemble des recherches qui touchent cet écosystème-là. Puis, dans le fond, tu travailles vraiment principalement maintenant sur les mammifères marins. Est-ce que tu as déjà travaillé par le passé avec des mammifères terrestres? Si on revient un petit peu sur le parcours qui m'a amené jusqu'à mon poste-là, il y a eu mes 5 années du programme du doctorat là, de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Ensuite de ça, pour me spécialiser, j'ai eu un total de 4 ans. Donc, une année qu'on appelle un internat en médecine zoologique et puis 3 ans de plus qu'on appelle une résidence. Qui mène à un diplôme d'études spécialisées. Puis après ça, en rencontrant certaines exigences de plus, comme d'écrire un certain nombre d'articles, par exemple, mais là, on peut passer un examen pour obtenir le titre de spécialiste. Donc, ça, c'est mon parcours un peu scolaire. Quand j'ai terminé ma résidence, mon premier emploi, en fait, a été au zoo de Granby. Donc, j'ai été vétérinaire pendant 5 ans environ, là-bas où j'ai travaillé avec plein de différentes espèces. J'ai continué à faire des implications un peu en fond, dont des programmes avec des projets avec les mammifères marins. Mais mon travail principal était de veiller à la santé de la collection, dans le fond, du zoo de Granby. Donc, oui, j'ai travaillé avec différentes espèces, puis cette diversité-là de taxons va pouvoir m'aider aussi pour l'aspect de travail avec d'autres espèces que les mammifères marins. Mm-hmm. Fait que maintenant, c'est vraiment focus plus mammifères marins. Les mammifères terrestres, c'est plus... Non, je dirais pas jusqu'à dire ça. Non, il y a un bon aspect de mon travail qui est sur les mammifères marins, mais le côté de raffiner des techniques de travail avec la faune, je pense que ça va vraiment dépendre des opportunités, des besoins des biologistes que je côtoie dans le cadre de mon travail aussi. Mais dans les dernières années, j'ai pu aider puis participer à des projets lors de capture d'ongulés, par exemple des orignaux, des bœufs musqués ou des chirurgies sur des canards. Présentement, on a aussi un projet qui se dessine potentiellement pour développer une petite technique chirurgicale sur des tortues, donc ça peut varier quand même. OK. Ouais. Ah, c'est chouette. Mm-hmm. Et pourquoi est-ce que... oui, tu travailles avec plusieurs types d'animaux, mais tu t'es quand même spécialisée avec les mammifères marins. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des nécropsies sur les baleines au Québec. Pourquoi les baleines? Pourquoi les baleines? Un peu comme je mentionnais plus tôt, les mammifères marins en général, c'est vraiment des sentinelles de la santé de leur écosystème. C'est des animaux qui sont situés assez haut dans la chaîne trophique, dans la chaîne alimentaire. Et puis donc, ils représentent un petit peu ce qu'ils mangent. C'est des animaux qui vivent longtemps. C'est des animaux aussi qui ont comme particularité, autant les baleines que les phoques, d'avoir une épaisse couche de gras. Le gras, ça peut accumuler des toxines, ça peut donc dans son ensemble, quand on regarde différents paramètres de santé, on peut regarder les niveaux de contaminants. Ça, c'est pas nécessairement moi qui travaille là-dessus, mais on ramasse les échantillons pour ceux qui travaillent là-dessus. Et puis, on peut mettre ça en parallèle avec c'est quoi les causes de mortalité, puis d'autres indicateurs de santé, comme par exemple la condition corporelle. Puis tout ça mis ensemble en mettant plein d'experts, chacun dans leur domaine. Donc, moi, c'est les causes de mortalité, on peut réussir à répondre à des questions potentiellement un peu complexes.
Est-ce que tu avais un modèle qui t'a un petit peu inspiré au cours de ta carrière, de tes prises de décision, de cheminement? Oui, ben c'est certain que mon mentor, donc tu sais Stéphane Lair, qui était celui que j'ai vu faire la première nécropsie de beluga, tu sais, il m'a un peu comme accompagné un peu tout le long. Et comme j'ai mentionné, tu sais, la médecine zoologique, c'est quand même assez varié comme milieu. J'ai eu la chance à l'université de côtoyer des gens qui travaillaient dans à peu près n'importe quelle déclinaison possible de cette spécialité-là, de me faire une idée un peu sur c'était quoi les différentes réalités, de la vivre aussi comme vétérinaire de zoo, puis au fil de ces expositions-là, de voir un peu ce qui me plaisait le plus, puis ce dans quoi je me voyais le plus. Puis, tu sais, j'avoue que c'est le jour où Stéphane me posait la question où est-ce que je me voyais le plus, tu sais, en me disant est-ce que tu prendrais la job de telle ou telle personne plus tard, tu sais, puis là j'étais comme je pense que je me verrais plus comme faire un travail comme toi. Puis là ben finalement finalement c'est ça qui est arrivé. Incroyable. Parce que c'est ça, vous êtes pas des tonnes à faire ça? Non, non, là à notre équipe donc c'est sûr que les installations déjà pour faire des nécropsies, il y en a pas partout. Notre équipe donc au CQSAS là, de son petit nom, le Centre québécois sur la santé des animaux sauvages, on est présentement 3 vétérinaires, donc et puis là, les 3 on peut faire des nécropsies là, de mammifères marins. Présentement, c'est plus moi qui s'occupe de la portion mammifères marins. Ensemble, on fait des nécropsies là, de beaucoup d'espèces, mais tout le monde est apte à en faire là. Fait que donc. Mais pour reparler un peu des nécropsies plus en détail, est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulièrement impressionnant dans les nécropsies, qui est particulier chez une nécropsie de baleine? Juste pour spécifier, c'est une autopsie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, comme tu as mentionné, la nécropsie, c'est vraiment donc comme faire une autopsie sur un humain, mais sur un animal. Dans le cas des baleines en particulier, ben, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est un peu au niveau de l'anatomie, de la physiologie, hein, puis de toutes les adaptations que ces mammifères-là, qui sont comme nous, qui respirent de l'air, ont pour vivre une vie à 100% aquatique. Donc, c'est certain que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis, c'est des adaptations qui sont aussi à prendre en considération des fois dans notre interprétation de ce qu'on voit. Ce qui peut être, dépendamment aussi des baleines, il y a aussi un aspect logistique. Hein? Il y a des espèces de baleines, comme par exemple des marsouins, qui sont un peu plus petits, puis c'est assez facile à gérer logistiquement. Mais quand on commence à arriver avec des formats un peu plus grands, c'est pas tout. Ça a un impact sur comment on va gérer les carcasses. Donc, les plus petites carcasses qui sont trouvées échouées peuvent être congelées, par exemple, puis on peut les faire quand on veut. Si une carcasse de beluga s'échoue, on n'a pas encore trouvé de congélateur dans lequel un beluga peut rentrer facilement, ou qui va pouvoir dégeler assez rapidement pour qu'on fasse la nécropsie quand on veut. Donc, normalement, les belugas, quand ils sont trouvés échoués, ben là, il y a toute une équipe il y a toute une opération de récupération de la part du Réseau québécois d'urgence mammifères marins qui font des pieds et des mains pour s'assurer que les carcasses qui sont en bon état parviennent jusqu'à nous pour nous donner une chance de découvrir c'est quoi la cause de la mort sur cet individu-là. Et puis, ben, dès que la nécropsie arrive, ben là, c'est souvent, on peut pas utiliser nos installations habituelles pour faire une nécropsie. On prend la salle de nécropsie qui est plus grande des animaux domestiques, puis ça, elle est disponible les soirs et les fins de semaine. Fait que c'est du travail qu'on fait en extra. Puis l'autre étape de ça, ben c'est quand on a même une espèce qui s'échoue qui peut pas être transportée jusqu'à nous. Et puis là, ben c'est nous qui se déplaçons jusqu'à la carcasse. Donc ça, c'est quand c'est un peu plus gros qu'un beluga. Oui, beluga, c'est à peu près là dans les plus gros belugas, le plus gros qu'on peut rentrer. On a eu des globicéphales qui peuvent être un petit peu plus gros. On en a eu quelques-uns qu'on a été capable d'apporter, de faire transporter à la faculté. Mais dès qu'on va en haut de ça, souvent, il faut se déplacer. Donc, dans les dernières années, il y a eu des baleines à bec. Plus récemment, cet automne, là, il y a le rorqual commun qui s'est échoué en Gaspésie où on a déplacé l'équipe pour aller faire la nécropsie là-bas. On a vu des photos de toi, couteau à la main, sur la carcasse. Oui, c'est ça. Comment? D'habitude, les gens, ils m'écoutent. Quand t'as un couteau à la main. Ça doit quand même être quelque chose
Oui, c'est sûr. C'est un très beau défi, puis une très belle occasion de travail d'équipe de faire une nécropsie de baleine comme ça. C'est pas quelque chose qui serait faisable sans une bonne communication, une bonne coordination, puis établir un plan de match à la base. Il y a vraiment beaucoup d'étapes avant, beaucoup d'étapes après, mais surtout les étapes avant pour s'assurer qu'on maximise le temps pour faire la nécropsie. C'est comme dans le cas de la baleine de cet automne, du rorqual commun. On avait une relativement petite fenêtre, là, donc je pense que la carcasse a pu être remorquée sur la plage à 11h pour qu'on commence les procédures, puis on avait jusqu'au coucher du soleil pour découper 47 tonnes. Et t'avais jamais fait ça, j'imagine? Ah oui, non, je l'avais déjà fait. Oui. Sur un rorqual pas sur un rorqual commun, mais j'ai eu donc au fil encore une fois là, de mes années eu l'opportunité de participer à quelques nécropsies de baleines noires. Donc autant Piper qui s'était échoué en Gaspésie en 2015, qui était ma première. T'étais présente. Ouais. Wow. J'étais résidente à ce moment-là, donc j'étais en cours de spécialisation, un peu comme Amelia qui m'accompagnait, notre résidente présentement était là avec nous pour le rorqual commun. Et puis j'étais aussi là quand il y a eu les mortalités de baleines noires en 2017. Donc j'ai participé à quelques-unes de ces nécropsies-là. Donc incluant là, la participation au rapport sommaire des mortalités. Donc de fil en aiguille, avec ces occasions, si on veut, comme malheureuses là quand même, j'ai quand même pu développer mon expérience dans ce type de nécropsie-là. Donc, c'était pas nouveau pour moi quand le rorqual s'est échoué cet automne. Et c'est quoi les particularités, justement, quand tu es sur le terrain d'une nécropsie? C'est quoi les choses que tu trouves les plus difficiles, peut-être? Moi, je peux pas dire que je trouve ça difficile sur le coup. Pour moi, c'est vraiment motivant comme situation. J'aime ça sortir un peu de ma zone de confort. Il y a de la planification. Ce qui est le plus difficile, c'est que ça n'arrive pas, tu sais, très souvent. Fait qu'il faut comme accepter que ce soit pas comme tout parfait comme on espérait, mais puis tout le temps revenir après la nécropsie avec l'équipe puis voir, tu sais, qu'est-ce qui a bien été puis qu'est-ce qu'on peut bien faire la prochaine fois. Fait que ce qui est bien, c'est que c'est toujours dans une optique d'amélioration, d'optimisation continue. Puis tout en sachant qu'à toutes les fois, tout le monde donne son maximum. Oui, puis t'as des choses hors de ton contrôle. Tu peux pas contrôler tes sujets. Oui, la météo. Oui, c'est ça. Ben, la météo est quelque chose qu'on essaie de prévoir le plus possible en avance parce qu'il y a un aspect sécurité, confort humain. On pourrait pas, par exemple, faire une nécropsie de baleine dans les vagues, dans la marée qui monte, s'il fait froid, si c'est trop glissant. Il y a des aspects comme ça à considérer à l'avance pour s'assurer qu'on puisse travailler dans les conditions qui sont les plus sécuritaires possibles. La journée même, faut s'écouter, il faut faire un peu attention à nous. Il y a des équipes qui sont dédiées à s'assurer qu'on mange et on boit pendant la journée. Souvent, quand on se prépare pour faire une nécropsie de grande baleine comme ça, je sais pas si vous avez vu les photos, vous avez peut-être vu, faites attention, en tout cas, vous prêterez attention, on a du duct tape sur nous. Fait qu'en fait, pour fermer toutes les interstices. On ferme les orifices. Et puis, fait qu'une fois qu'on est là-dedans, souvent, on essaye de repousser à plus tard tous les besoins naturels. aussi. Puis fait que c'est un peu, c'est une épreuve un peu, mais en même temps, quand on est dedans, ça passe vite, puis c'est très stimulant, puis ça donne des situations cocasses là, où généralement ces journées-là, je me fais nourrir par quelqu'un que je connais plus ou moins qui me verse quelque chose dans la bouche. Ça rapproche tout de suite. Ouais. Mais c'est vrai que l'odeur, c'est pas quelque chose qui te gêne. Non, il y a plus grand-chose qui me gêne en termes d'odeur. Puis fait que non, je peux pas dire que ça me dérange. Je suis pas quelqu'un qui est facilement dérangé par ce qui est sale ou ce qui. Pour faire ce que tu fais, il faut quand même être prêt à être dans l'inconfort. Oui, mais moi c'est un peu ce que j'aime. Ben voilà, c'est ça. Faut aimer ça, faut le prendre et l'accepter. Ouais. Mais après ça, t'apprécies encore plus ton confort. Fait que comme on peut le regarder de ce côté-là aussi. Mais justement, est-ce que il y a des choses auxquelles tu t'attendais peut-être au cours de ta carrière et t'as été complètement désillusionnée peut-être du métier de vétérinaire? Tu t'attendais à quelque chose puis c'était pas ça du tout? Ou... je pense pas que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'attentes très précises dans la vie, fait que ça l'aide à pas avoir de désillusion. C'est bien. Okay.
Donc, je pense pas que j'ai été désillusionnée. Il y a des choses, je pense que chaque milieu de travail, chaque environnement de travail vient avec son lot de défis. Puis c'est de faire une introspection un peu, puis de voir est-ce que c'est des défis que je suis prête à relever, est-ce que je suis motivée à les relever. Puis si les réponses c'est non, est-ce que je suis à la bonne place. Puis sinon, on change, tu sais. Fait que je pense pas qu'il y a tant eu de désillusions. Il y a pas de monde parfait, là. Je pense que c'est un métier où on est beaucoup de passionnés. Tu sais, je parle autant vétérinaire que les aspects personnes qui travaillent avec la faune, incluant les biologistes. Je pense qu'il y a une infinité de travail à faire. Puis comme un peu dans toute sphère de la vie, on doit travailler avec des ressources ou des conditions, puis faire du mieux avec ce qu'on a. Puis pour revenir aux nécropsies brièvement, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre parmi toutes celles que tu as faites jusqu'à présent? Non, pas particulièrement. Ta nécropsie préférée? Non. Non, je peux pas dire. Je pense que, tu sais, chaque nécropsie est un petit peu un mystère à résoudre. Il y en a qui vont rester dans le mystère. Il y en a qu'on trouve pas exactement ce qui se passe. Il y a des processus qui peuvent mener à la mort qui se manifestent pas nécessairement par des changements au niveau des tissus qu'on peut voir, même au microscope. Des fois, il y a les conditions des carcasses, sont pas tout le temps parfaites quand c'est des carcasses qu'on trouve sur la plage. Puis ça aussi, ça peut venir compliquer un peu notre travail. Mais chaque cas où on voit un minimum de choses nous amène un petit peu un portrait, tu sais, où on peut s'imaginer un peu une histoire de ce qui s'est passé avant la mort ou l'histoire de vie même de cet animal-là, même si c'est pas associé avec la cause de la mort. Fait que non, je pense que chaque cas est différent, chaque cas a un peu une histoire, puis ce qui va être intéressant quand ces cas individuels-là vont être finis, mais ça va être de s'en servir pour avoir un portrait global, tu sais, c'est ça qui est important au final aussi, c'est ça qui est important en fond, c'est pas nécessairement se concentrer sur l'individu, mais sur ce qu'on est capable d'en tirer comme information pour l'espèce, pour la santé de l'écosystème dans lequel ils sont. Mais je me demandais, quand vous faites une nécropsie, est-ce que vous faites tout le temps un peu le même processus, vous cherchez les mêmes organes, vous cherchez... Oui. Ah d'accord, donc c'est tout le temps pareil. C'est quand même assez standardisé. Il peut y avoir des différences en fonction des espèces, des programmes de recherche qui sont en cours, et puis bon du type de présentation si tu veux, mais il y a toujours un peu un processus de base on commence par prendre des photos, des mesures de l'extérieur. Qui vont nous donner une idée puis nous aider à classifier l'individu en termes de est-ce qu'il était en bonne condition corporelle, donc est-ce qu'il était maigre ou en bonne condition, par exemple. On va déterminer c'est quoi le sexe, puis l'âge de l'animal. Est-ce que c'était un jeune de l'année? Est-ce que c'était un adulte mature qui s'est déjà reproduit, par exemple? Et puis, après ça, on ouvre la carcasse. On prend différentes mesures pour nous aider à préciser un peu cette condition corporelle-là. Puis, quand on ouvre la carcasse, là, c'est tous les organes qu'on va regarder. On va même couper dans les organes pour être sûr qu'on manque rien à l'intérieur des organes. Puis, on va prendre des échantillons de ces organes-là qu'on va fixer dans un liquide, du formol, qui nous permettent ensuite de faire de prendre une fine couche de ces organes-là, de les faire préparer, de regarder au microscope au niveau de l'architecture cellulaire, même si on voit des changements qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, ou pour préciser l'origine de changement qu'on aurait pu voir puis, à l'œil nu. Puis, au travers de ça, on prend aussi des échantillons pour nos partenaires qui étudient les contaminants, qui étudient l'alimentation de ces espèces-là. Donc, la nécropsie sert aussi à alimenter nos collaborateurs. Et ça peut prendre combien de temps, à peu près? Ça varie, ça varie en fonction de la longueur du protocole, de la grosseur de l'animal. Donc, ça peut prendre aussi peu qu'une heure. Et ça dépend aussi de si on voit beaucoup de lésions. Plus il y a des lésions, plus il y a des échantillons, plus il y a des descriptions à faire. Ça peut être aussi court qu'une heure, comme ça peut aller jusqu'à, comme par exemple, 3h30 pour un beluga. Puis pour un beluga, on est une équipe souvent d'un minimum de 6 personnes environ. Alors que pour des plus petits individus, on peut le faire à 2, moi puis une de nos techniciennes, par exemple. Est-ce qu'il y a une espèce sur laquelle tu aimes particulièrement faire des nécropsies? Je sais pas si ça se dit, ça. Hein? C'est un peu étrange comme question, mais je suis quand même très curieuse. Je dois avouer que s'il faut vraiment que je mette de l'avant une préférence, c'est plus facile de découper
des baleines que des phoques, juste en termes de facilité, puis les phoques ont souvent une peau assez raide un peu, qui émousse facilement les couteaux, c'est alors que les cétacés ont pas de kératine sur leur peau, puis c'est plus facile à découper. Ce qui est vraiment important, si vous voulez vraiment le côté logistique, c'est d'avoir des couteaux qui sont bien aiguisés. Okay. Fait que dès qu'on sur une nécropsie de phoque où les couteaux s'émoussent plus facilement, on peut passer vraiment beaucoup de couteaux. Pour une nécropsie de grandes baleines, on va même dans les équipes de gens qui viennent nous supporter là, à faire des nécropsies, donc que ce soit des employés ou parfois des bénévoles du réseau québécois d'urgence mammifères marins, ben, il y a un poste dédié à quelqu'un qui aiguise des couteaux à longueur de journée parce qu'on doit les changer régulièrement. Incroyable. Parce que si le couteau est émoussé, c'est là qu'on se met à forcer, c'est là que ça peut devenir un peu plus difficile au niveau des articulations, puis c'est là qu'on peut se blesser aussi, parce que si on force en poussant sur un couteau puis que notre main glisse, on pourrait nous se blesser. Donc il y a aussi un aspect sécurité à ça. C'est sûr, fait que quand il y a des photos de moi qui pointent un couteau, souvent c'est que je suis probablement en train de demander à le faire aiguiser. Ouais. Et non pas que je dirige quelqu'un avec le couteau à la pointe d'un couteau. Mais là, est-ce que tu travailles avec des animaux vivants, des fois? Oui. Ça t'arrive? Ça m'arrive un peu moins dans les dernières années, mais je pense que ça va revenir un peu là, avec un potentiel de collaboration là. Mais le temps de commencer à mettre en place un peu les nécropsies de mammifères marins, c'est sûr que j'ai eu un petit biais vers les carcasses dans les dernières années, là, mais oui, je travaille avec du vivant aussi. Puis il reste vivant. Est-ce qu'il y a des préjugés peut-être que d'autres personnes peuvent avoir par rapport à ton métier que tu voudrais déconstruire? Je pense que l'idée à déconstruire, c'est peut-être de penser à toute la diversité qu'il y a derrière chaque médecin vétérinaire, pas juste dans ma spécialité, pas juste en médecine zoologique, même les gens qui travaillent, tu sais, puis qui choisissent d'aller en pratique, tu sais, ils sont des généralistes eux-mêmes, puis ils font de tout. Fait que je pense que, tu sais, j'ai failli pas aller vers ce domaine-là parce que je m'en faisais une vision assez étroite de ce que c'était, alors que c'est très diversifié. Fait que moi, je pense que ce que je dirais à quelqu'un qui veut aller vers ça, c'est d'y aller, mais pas nécessairement de fixer un objectif final, hein, parce que dans le parcours, on peut être exposé à des situations, à des stages qui nous font réaliser que même si on est allé dans ce programme-là, par exemple, peu importe quel programme pour un but en particulier, ben, il y a peut-être des aspects auxquels on n'a pas pensé qui peuvent se découvrir un peu à nous en cours de route. Puis je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert puis être capable de prendre l'embranchement quand il se présente à nous. Faut pas avoir comme juste une destination précise, mais faut faire attention au chemin pour y arriver. Parce que en cours de route, ça se peut qu'on décide de prendre un détour ou voire même choisir une autre destination, puis c'est correct. Toi, justement, est-ce que tu as eu des stages, des expériences? Tu parlais au début de la nécropsie que tu es allé assister. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ton parcours, justement? Ben, il y en a toujours eu, c'est sûr. Tu sais, je pense que chaque stage, chaque expérience t'apporte un peu plus, que ce soit en termes de choses qui t'intéressent qu'en termes de choses qui finalement tu réalises qui sont peut-être moins pour toi. Je pense qu'une anecdote à laquelle je peux penser, c'est mon premier stage en faune sur le terrain. Donc, c'était à l'été entre ma 4e puis ma dernière année de médecine vétérinaire. Mon premier stage au Centre québécois sur la santé des animaux du sauvage, qui est une équipe à laquelle je fais partie maintenant. Et puis, il y avait une opportunité d'aller aider sur le terrain à faire des prises de sang sur des canards sur des îles en face de Rivière-du-Loup. Puis, je me rappelle avoir été sur l'île, puis en aidant un peu, puis en me disant c'est dommage que si c'est la médecine zoologique qui m'intéresse, qu'il n'y aura pas d'opportunité de travailler dans cette région-là. Puis là, ben maintenant, je suis professeure en médecine zoologique dans le bas du fleuve. Oh, wow. Fait qu'au final, il y aura, tu sais, puis tu sais, je pense que l'idée, dès qu'il y a eu l'annonce de l'ouverture de la faculté décentralisée là-bas, je suis comme, je vais me tenir à l'affût pour voir quel type de poste il pourrait ouvrir à cet endroit-là. Puis c'est ça. Fait que finalement, ça bien. Ben oui, ouais. C'est quand même un beau hasard au final que tu sois retourné là-bas. Qu'est-ce qui t'avait marqué? C'est le Bas-Saint-Laurent en général? C'était tu sais, j'étais l'équipe avec laquelle t'étais? Ben oui, il y avait ça. C'était un super beau projet. Donc avec du vénard. Ouais. Okay. Oui, puis donc de capture puis de bagage d'air. Puis à ce moment-là, il y avait aussi un
biologistes des États-Unis qui venaient, on prenait des prises de sang pour, entre autres, surveiller la présence ou l'exposition à certaines maladies. Puis, fait que, tu sais, cette espèce de mixtude-là de gens de différents milieux, de travail à l'extérieur, de travail avec la faune, de mettre en pratique un peu ce que j'avais appris comme vétérinaire, mais avec des gens de d'autres domaines. L'environnement qui est absolument magnifique, de travailler comme sur le fleuve. Tu sais, je me rappelle avoir pris comme un moment puis faire comme wow, c'est vraiment bien. Les plus beaux couchers de soleil. Oui, aussi. Mais ton premier stage, c'était à ta 4e année, à la fin de ta 4e année? Mon premier stage en faune. En faune, non, d'accord. On a beaucoup d'autres expositions cliniques, puis stages dans le cours de notre programme. J'ai eu des stages, j'ai pris des stages d'été aussi à différents endroits. J'ai été en réhabilitation de la faune un peu avant aux États-Unis, dans différents trucs, mais mon premier stage, puis ma première expérience sur le terrain, par moi-même en faune, c'était à ce moment-là. Et à ce moment-là, est-ce que t'es déjà spécialisée? Non. Ou c'est l'année d'après? Les 5 premières années ça. du programme sont générales puis nous mènent à devenir vétérinaire. Non, après, on peut aller pratiquer dans un milieu, dans le milieu qui nous intéresse. Puis, il y a aussi l'option de se spécialiser. Donc, il y a le parcours un peu clinique, comme ce que j'ai fait, l'internat de 1 an, puis la résidence de 3 ans. Puis, il y en a qui vont aussi faire un parcours un peu plus de recherche, maîtrise, doctorat, ce qu'on connaît un petit peu plus en général. Tu as une grande liberté de pouvoir faire des stages qui peuvent te mener un peu où tu veux. Dans la dernière année du programme, le programme a évolué là, avec le temps. Là, maintenant, c'est même plus juste la dernière année. À partir de bientôt, là, ça va être même 1 année et demie de stage. Il y a une série de stages qui sont des troncs communs que tout le monde doit faire dans leur parcours. Puis après ça, il y a une série de semaines de stages qu'on peut choisir de faire qui sont à l'option en fonction de ce vers quoi on veut plus pratiquer. Donc, tu avais déjà fait des stages avec des mammifères marins? Oui, ben moi j'ai un peu essayé de dès que j'ai découvert un peu l'existence de la médecine zoologique, j'ai essayé de faire en sorte de favoriser mon exposition vers ce domaine-là parce que c'est pas l'aspect qui est le plus couvert par le programme de base. Donc, mes emplois d'été ou mes activités parascolaires, je m'occupais avec un de mes meilleurs amis, du club de médecine zoologique à la faculté où on organisait des conférences pour les autres gens du programme qui étaient intéressés par ce domaine-là, des voyages même pour aller visiter des institutions zoologiques à différents endroits aux États-Unis pour mieux connaître le milieu. Puis, au cours de mes étés, j'ai été assistante de recherche pour un projet sur l'anémie chez les oiseaux de proie, à la clinique des oiseaux de proie à la faculté. J'ai travaillé comme assistante technique à la clinique des animaux exotiques. Donc là, c'était un petit peu plus en clinique. Puis, j'ai les autres étés par la suite, ça a surtout été là, des stages dans différents milieux, incluant certains dans les petits animaux, mais aussi principalement là, en milieu zoologique. OK. Incluant réhabilitation de la faune ou d'autres cliniques. Et si tu devais revenir au début de ta carrière, quand tu étais étudiante, est-ce que tu aurais un conseil à te donner? Quelque chose que tu aurais changé ou... Ben non, je pense que je suis contente du parcours que j'ai fait. Je pense que, tu sais, c'est un milieu qui peut être perçu par certains comme compétitif. Hein. Il y a pas des tonnes de positions qui sont offertes. Dans le programme de spécialité que j'ai. Mais moi, je l'ai jamais vu comme tel. Tu sais, j'ai un très bon ami qui a fait le même parcours que moi. Au final, ça a toujours été une collaboration plus qu'une compétition. Puis honnêtement, je pense que ça nous a servi parce que, tu sais, on est dans une profession où la collégialité, c'est important aussi. Puis je pense que c'est ça. Il y a vraiment un bénéfice à travailler en équipe puis pas voir les autres comme une compétition là, plutôt que d'essayer de jouer du coude. Puis c'est ça. Puis finalement, on a les deux atteint notre objectif là. Puis on est très très amis encore. Oui, mais je pense que la science avance plus quand justement on collabore que quand on se met des bâtons dans les roues, qu'on est en compétition. C'est très
Très bien dit. Mais puis je pense que tu sais c'est aussi de garder l'esprit ouvert, tu sais, parce que même si c'était quelque chose qui m'intéressait, je me suis toujours dit mais je vais continuer à le faire tant que j'aime le faire. Puis c'est correct si je change d'idée un jour. Puis bon, j'ai juste pas changé d'idée, mais ça aurait pu. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des obstacles justement? On parlait de bâton dans les roues. Est-ce que au cours de ta carrière ou de tes études, t'as vécu des périodes plus difficiles ou est-ce que ça allait c'était moins facile pour toi? Ben oui, c'est certain. Tu sais, je pense comme tout le monde. Tu sais, j'ai eu une réorientation de carrière à un moment donné. Tu sais, j'étais vétérinaire en zoo. C'est sûr que à un moment donné, tu sais, bon, il y a eu la pandémie. À ce moment-là, quand j'étais clinicienne au zoo, tu sais, j'essayais à la fois d'être clinicienne puis de continuer à être impliquée dans des travaux avec la faune. Mais là, je réalisais, tu sais, donc, tu sais, après avoir passé mes examens, après avoir passé beaucoup de temps là-dessus, que, tu sais, au final, ça devenait comme difficile de bien faire les deux. Dans le contexte où on était, donc, tu sais, 2 vétérinaires pour s'occuper d'une collection en entier d'animaux, je pouvais pas à la fois et bien faire ça et continuer à faire des implications en faune de manière active, puis réussir à avoir un certain équilibre de vie à un moment donné. Fait que puis bon, quand est venue la pandémie, je pense que tout le monde s'est questionné un petit peu sur différents trucs. Fait que c'est sûr c'est pas facile parce que c'est pas que j'aimais pas mon dernier emploi, mais je pense que c'était juste pas possible de continuer à faire les deux. J'ai eu l'opportunité de prendre une sabbatique, de retourner travailler 1 an avec la faune pour voir un peu comment je voyais ça, puis ça m'a aidé à prendre la décision de prendre finalement cet embranchement-là. Fait que ça n'a pas nécessairement été facile comme décision, mais au final, tu sais, je pense que c'est pour le mieux. Puis je continue quand même à garder des collaborations avec mon ancien employeur puis mes collègues qui travaillent là-bas. Si tu avais à encourager les gens à se lancer, pourquoi est-ce qu'on devrait se lancer dans cette carrière-là? Moi, je pense que être vétérinaire en général, déjà ça l'ouvre plein de portes, tu sais, puis peu importe quel type de personnalité on est, je pense qu'il y a comme un endroit pour chaque type de personnalité. Puis il y a aussi moyen de se réorienter en cours de route, d'utiliser son expertise puis de sauter ailleurs. Tu sais, il y a des postes autant en clinique, tu sais, en clinique, il y a différents milieux de travail, que ce soit autant être comme, tu sais, généraliste pour les animaux de compagnie des gens, mais après ça, il y a aussi des gens qui travaillent, j'ai plein d'amis qui travaillent dans des centres d'urgence, qui, eux, carburent avec des cas qui sont, tu sais, qui se spécialisent dans les cas qui sont présentés en urgence. Il y a plein de spécialités aussi, un peu comme en médecine humaine. Tu sais, moi, ma spécialité, la médecine zoologique, c'en est une, mais on a des ophtalmologues, des neurologues, des chirurgiens dans les petits animaux, dans les grands animaux, des internistes, tu sais, des dermatologues, la liste est longue. Des imageurs, et puis après ça, il y a tout ce qui est il y a tout un pan de la profession qui est en salubrité des viandes, il y a de la recherche, il y a de l'épidémiologie, il y a des liens à faire avec, tu sais, la santé humaine, la santé publique, la réglementation. Il y a vraiment un peu de tout. Puis ça, je pense qu'on le sait pas toujours au premier abord, puis ça vaut la peine de le découvrir. Oui, absolument, c'est vaste comme domaine en fait. Vraiment plus qu'on pourrait penser. Il y a comme on peut se salir puis travailler dans des trucs puants comme moi, ou on peut travailler dans un bureau. Il y a absolument tout de possible. Et ouais, une petite question comme ça. À quoi ça sert ce que tu fais? Je pense que ça peut servir à différents trucs. Tu sais, ce que je fais, j'enseigne, tu sais, j'utilise mon expérience puis pour aider à former la prochaine génération de vétérinaires, peu importe dans quel milieu ils vont travailler. Ce que je fais, il y a aussi un aspect de recherche. Ce que je fais, donc, peut aider à mieux comprendre la santé des écosystèmes marins. Puis ce que je fais ce que je veux faire pour aider à raffiner nos techniques de travail avec la faune, mais ultimement, ça va avoir un impact sur le bien-être des animaux de la faune qu'on étudie pour nous aider à mieux comprendre leur écosystème aussi. Puis ça, c'est dans une optique, tu sais, d'optimisation continue là, des connaissances à ce sujet-là, puis d'amélioration là, c'est ça, de nos techniques de travail. Ça sert à beaucoup de choses. Définitivement. Puis on parlait un peu tantôt
hors onde que tu travailles aussi en Arctique avec les belugas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quand même intéressant. T'es déjà allé en fait, sur place? Oui, dans le fond, je l'ai mentionné un petit peu au début. Donc c'est donc depuis que je suis dans mes études, c'est un des projets que j'avais comme résidente, puis que là, j'ai continué en réintégrant là, l'équipe du CQSAS. Donc c'est dans le fond, il y a au Canada, il y a 2 populations de belugas qui sont étudiées depuis plus de 40 ans. Il y a ceux du Saint-Laurent, qu'on connaît bien ici, puis il y a aussi un programme de suivi de la santé des belugas de la mer de Beaufort qui est en place depuis environ 40 ans, en co-gestion, si on veut, avec les communautés locales de la région désignée des Inuvialuit là-bas. Donc, il y a un partenariat. Ce partenariat-là, c'est entre le ministère de Pêche et Océan et puis les communautés. Il y a un programme de monitor en anglais, de suivi où il y a des gens, de surveillance. Il y a des gens de la communauté qui sont engagés pour prendre des échantillons sur les belugas qui sont chassés dans le cadre de la chasse de subsistance des communautés autochtones là-bas. Et puis, il y a aussi une participation active du personnel de Pêche Océan à prendre des échantillons. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu se greffer, en fait, à ce partenariat-là qui existait déjà. Et on est venu apporter notre expertise vétérinaire en nécropsie. On fait des nécropsies sur les animaux qui sont donc chassés pour avoir une idée de leurs conditions de santé, de leur état corporel, de la prévalence, si on veut, tu sais, donc est-ce qu'il y a des parasites qui sont présents? Est-ce que c'est présent chez une grande proportion de la population? Puis, à terme, ça nous permet d'avoir un peu une image, une photo de la santé de ces individus-là, puis de répéter ça dans le temps, mais ça peut nous donner une idée de l'évolution de cette santé-là dans le temps avec l'environnement, l'écosystème arctique qui change très rapidement là, avec les changements climatiques. Puis déjà, donc là, on a eu deux épisodes de ce projet-là, donc 2 étés où on est allé pendant que j'étais résidente, puis on est retourné en 2023-2024. Et puis déjà entre ces 2 périodes-là, il y a des changements qui sont, tu sais, à investiguer un petit peu plus. Il y a d'autres projets, ça mène à d'autres projets en parallèle, mais qui pourraient peut-être ultimement nous aider à mieux comprendre les cycles de certains parasites. Est-ce qu'il y a des changements au niveau de la diète des belugas qui mènent à des expositions, par exemple, différentielles? Et puis c'est certain que comme les communautés dépendent un peu de la santé de ces individus-là, ça fait partie de leur culture. C'est aussi des questions que eux ont, ils s'intéressent, puis c'est important pour eux de préserver la santé de cette population-là, qui est pas en danger comme celle du Saint-Laurent, mais qui, certains, fait aussi face à des changements dans leur écosystème. Et puis eux, ils veulent être proactifs puis vraiment comme comprendre mieux ce qui se passe puis les enjeux qui sont associés à ça avant qu'il y ait des changements de visibles au niveau de la population, s'il y a en avoir. Mais c'est intéressant parce que les nécropsies sur les carcasses, c'est peut-être des animaux qui sont pas en bonne santé, qui sont malades. Et là, sur des animaux chassés, ça vous offre peut-être une autre vision des choses. Oui, puis il y a aussi, il y a un avantage à travailler sur les 2 populations aussi. Hein. Donc, les animaux qui sont chassés, c'est des carcasses qui sont fraîches aussi. C'est plus facile de voir différentes. On connaît la cause de la mort dans ce cas-là, c'est sûr. C'est pas pour ça qu'on fait l'examen. C'est vraiment pour plein d'autres indicateurs. Mais mieux comprendre la santé de ces belugas-là avec des échantillons qui sont plus frais que ceux qu'on a habituellement avec les belugas du Saint-Laurent, ça peut nous permettre aussi de faire des liens puis des ponts entre les 2 populations. Il y a plein de choses qu'on connaît des belugas du Saint-Laurent qui nous aident à mieux comprendre ce qu'on voit chez les belugas de l'Arctique. Puis les échantillons qu'on a chez les belugas de l'Arctique puis les projets qu'on fait là peuvent nous aider à venir remplir certaines des lacunes qu'on a parce que qui sont limitées à cause du type d'échantillon qu'on a avec les belugas de Saint-Laurent. Donc, il y a vraiment comme un avantage à... complémentarité. Puis à date, qu'est-ce que vous avez pu... Qu'est-ce que de l'étude des belugas en Arctique a pu aider aux belugas du Saint-Laurent et vice-versa? Est-ce que tu as des exemples? Pas encore. C'est encore en cours, tu sais, puis on a des communications à avoir, tu sais, d'abord avec les gens des communautés locales qui sont intéressés par ce projet-là. Fait qu'on les tient au courant de l'évolution de ce qu'on voit. Là, présentement, on est en train de compléter la 2e édition.
donc on doit finir l'analyse des différents individus là, qu'on a regardés dans cette deuxième édition-là, puis faire la comparaison avec les années précédentes. Puis à partir de là, ça va nous donner probablement des outils, puis mieux voir un peu là où ça mène. C'est vraiment intéressant, en tout cas, comme projet. Puis ça risque de se poursuivre dans les prochaines années, je suppose. Oui, on espère. Donc, c'est certain que c'est des projets de grande envergure, là, d'aller 2-3 semaines comme ça dans l'Arctique, puis de s'installer pour faire des nécropsies. Ça dépend de la continuation du projet là-bas sur place aussi, parce qu'on vient vraiment se greffer à une équipe qui existe déjà. Mais c'est aussi, je pense que c'est un projet qui tient à cœur autant aux gens des communautés que aux gens, aux scientifiques là, qui travaillent là depuis des années. Là. Fait que je croise mes doigts pour que ça continue, puis qu'on puisse retrouver cette équipe-là aussi, là, puis voir comment ça évolue dans le temps. Ah, c'est tellement un beau projet. C'est incroyable de savoir que ton métier t'emmène voyager un peu partout au Canada. Mais pour revenir un petit peu au tout début de ton parcours, c'était quoi ta matière préférée à l'école? Je sais pas si j'aimais de tout. Déjà, t'aimais la variété. Ouais, je sais pas, tu sais, j'ai toujours aimé les arts, j'ai aimé les langues. Autant au début, j'étais pas très bonne en anglais, autant il y a eu à un moment donné un switch, puis j'aime beaucoup l'étude des langues. Sinon, tu sais, sciences, oui, là, c'est sûr que j'avais comme un certain intérêt pour aboutir là-dedans aussi, mais j'ai vraiment aimé un peu de tout. Puis là, il y avait rien que t'aimais pas. Non, c'est ça, j'étais comme un peu c'est ça, j'aimais l'école et puis j'y suis encore. Ben, dans un sens, c'est très logique. Si t'aimais l'école, t'aimais tout ce qu'il y avait là, puis là, tu te retrouves encore à côtoyer les étudiants. Puis par rapport à tes étudiants en ce moment, et étudiantes, est-ce que chez eux, il y a comme des compétences que tu revois un peu que toi t'avais, ou comme quelque chose qui ressort chez eux que tu dis, ah oui, c'est vraiment quelque chose que ça prend pour être en médecine vétérinaire? Ben, tu sais, c'est certain que là, tu sais, c'est encore nouveau, là, notre relation. Hein, tu sais, donc je connais surtout une des deux cohortes à qui j'ai eu la chance là d'enseigner un peu. Moi, je les trouve très curieux, tu sais, intéressés. Moi, ils m'impressionnent. Tu sais, moi, à la limite, j'ai plus tendance à, tu sais, rester assis trop longtemps, garder mon attention sur quelqu'un qui parle. Des fois, je décroche, mais clairement, eux, ils suivent. Tu sais, je suis impressionnée. Puis, tu sais, ils questionnent, ils veulent comprendre. Puis, je pense que ça, c'est sûr que c'est nécessaire, tu sais, de pas juste comme enregistrer ce qu'on se fait dire, mais d'aller chercher un niveau de compréhension en dessous. Comprendre un phénomène, je pense que ça apporte beaucoup plus au final que de juste l'apprendre puis s'en rappeler pour un examen, parce que c'est pas ça le but là, tu sais, le but des examens, le but de la formation en médecine vétérinaire, c'est pas d'avoir une bonne note, c'est d'avoir une bonne compréhension pour après ça être capable de l'appliquer dans notre profession. Très bien dit. Oui. C'est vrai que ça va au-delà des notes. En fait, c'est vous appliquez ce que vous apprenez concrètement. Non, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est sûr que, tu sais, quand on arrive de la médecine vétérinaire, on se cachera pas, c'est un programme qui est contingenté. Tu sais, ça prend quand même un certain niveau de notes pour rentrer. Fait que probablement qu'on arrive après un long parcours scolaire où il y a eu quand même une emphase sur la réussite. Mais là, il y a comme, tu sais, il y a un shift à avoir. Hein, tu sais, là, ce que tu veux, c'est pouvoir appliquer les principes, les connaissances, puis être capable d'ouvrir les bons tiroirs quand ça va se présenter en clinique. Oui, tu as parlé de savoir travailler en équipe. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça prend pour être un bon vétérinaire? Ça prend une curiosité. Ça prend, pour ma spécialité, plus spécifiquement, je pense que ça prend un peu d'être à l'aise avec un certain niveau d'incertitude. Il y a beaucoup souvent dans les spécialités, ça va être, on va apprendre, il y a des références, il y a des algorithmes, alors que nous, c'est très varié, ça évolue très rapidement, là, la médecine zoologique puis les connaissances, mais il y a beaucoup de situations qui sont pas nécessairement rapportées, répertoriées, puis où on utilise un peu des principes de médecine comparée, ce qui est connu dans
espèces pour l'appliquer du mieux qu'on peut. Mais il y a peut-être pas des balises aussi bien définies que dans certains des autres domaines. On est, je pense, plus souvent un peu, tu sais, faut pas avoir peur de retourner dans les livres, de retourner chercher, de retourner comme essayer de trouver comme une solution. Fait que je pense qu'il y a vraiment, il y a cette curiosité-là, puis d'être à l'aise avec le fait de pas être à l'aise ou de pas connaître la réponse comme tout de suite. Surtout avec les baleines, j'ai l'impression qu'il n'y a pas oui, grand chose qui est d'être à l'aise avec le fait des fois qu'il y a pas, tu sais, donc même, tu sais, quand on parle, on a des discussions souvent, tu sais, sur des cas, si on essaie de trouver la cause de la mort d'un individu, des fois c'est pas évident, puis des fois il faut accepter qu'on n'a pas la réponse, puis pas se prononcer, tu sais, oui, il y a des possibilités, mais il faut vraiment être nuancé dans notre discours. C'est mieux de pas avancer ou de pas surinterpréter, si on veut, comme, tu sais, certains changements. Fait que il y a la nuance puis la manière dont on apporte les choses est aussi très importante. Non, mais c'est effectivement vrai. L'incertitude, ça peut faire peur à beaucoup de gens, mais en fait, ça fait partie de la réalité de la science aussi. On n'a pas les réponses à tout. Oui, ben oui, puis je pense qu'on n'est pas toujours conscient. Tu sais, j'ai parlé à certains, tu sais, à des étudiants à différents stades de leur formation, puis tu sais, puis je pense que si je me rapporte un peu au début, tu sais, quand j'étais cégep, début université, tu sais, je pense qu'on a l'impression qu'en sortant du programme, on sait tout. C'est une illusion. On apprend tout le temps. On fait juste, c'est ça, on apprend tout le temps. On finit par se développer une expertise en fonction des expériences qu'on a vécues dans notre vie. Puis à un moment donné, je pense que tu finis par réaliser que tu sais pas tout, puis là ça devient un peu plus facile d'accepter de dire non, tu sais, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais ça fait pas en sorte que j'ai pas la réponse à autre chose ou une expérience dans d'autres choses. Mais ce qui est super, c'est que des fois on peut penser que justement on a tout découvert de la Terre, mais il y a tellement de choses encore à apprendre et c'est comme une dernière frontière où c'est vous qui êtes sur la première ligne et vous avez encore des mystères à résoudre un peu. Et c'est beau. Oui, c'est ça. Puis une fois que tu t'enlèves comme cette pression-là de tout savoir, je pense qu'on est un petit peu plus indulgent envers nous-mêmes aussi. On est plus humble aussi dans notre capacité de nuancer notre discours puis de s'avancer. Je pense que c'est important aussi. De pas d'avoir trop d'ego. Ouais, non. Merci. Merci à vous. C'était vraiment intéressant. On a appris plein de choses. Puis ça nous a montré un petit peu plus à quoi ça ressemble le quotidien d'une vétérinaire qui est très vaste. Oui.